patienter encore quelques minutes. En attendant, pour les personnes qui sont déjà ici, qui c'est qui teste déjà toute son application? Bon, on va commencer par une partie de son application. Oui. Bon, en moyenne, moins de la moitié ou plus de la moitié? Ouais, c'est sûr. Bon, bref. Plus de la moitié? Il y a quelqu'un qui teste plus de la moitié de son application? Vous aimeriez bien tester plus de la moitié? Allez. C'est un objectif. Bah oui. Mais, et comment vous savez comment dire, à quel niveau vous êtes arrivé sur les tests? C'est au pif, quoi. Ou il y a d'autres moyens? Vous avez des moyens scientifiques pour savoir, je vais tester suffisamment ou c'est au pif? Ouais, on a des jeux d'essai, on se dit, voilà, on doit arriver à tel montant de TTC. Voilà. Ouais. C'est basique. Hein. Oui, oui, non, mais je sais. Hein, mais dans l'esprit, on est sensible à la chose. Ah non, mais bien sûr, genre, le jour avant une nouvelle release, on est sensible. Bon, je vais encore attendre une minute ou deux. Alors, j'en profite encore pour poser quelques questions avant que les derniers arrivent. Donc, vous testez, grosso modo, au pif. Si peu, si bien peu. Dans ce que vous testez, il y a des écrans verts, du web, il y a un mélange. Que d'écrans verts. Qui dit mieux? De tout. De tout, ça veut dire du batch et du web. Ok. D'accord. Quand vous testez, vous avez une partition dédiée au test? Je parle pas de librairie dans la même partition, je parle d'une partition. Partition test. On est d'accord. Je copie. Non, c'est bien. Non, c'est bien, c'est bien. Ok. Flash pareil peut-être. Et les données que vous utilisez pour copier, pour les tests, c'est une copie de la prod, j'imagine. Avouons-le. Complètement. Bon. Non anonymité. Voilà. Ouais, bah oui, ça peut venir par après. Mais bon, en attendant, les données, ça vient de la prod. Quand vous avez des données de la prod, vous copiez tout ce qu'il y a, quoi. C'est bien. Bah, je copie toutes les bibliothèques et puis on va pas filtrer, quoi. C'est une partition. Ouais. C'est un flash. Donc, quand vous testez, il se peut que vous ayez des fichiers énormes. C'est possible, ça? Genre le fichier de transaction qui a 3 milliards de... C'est un flash. Donc, dans la mesure où vous auriez... Et vos tests, bon, ne sont pas automatisés, sinon vous ne serez pas là. Même si vous faites vos tests manuellement, vous répétez vos tests pour faire des tests de non-régression, quoi. OK? Donc, quand vous faites ça, vous réinitialisez vos données. On a des fichiers à part. Des fichiers à part. C'est-à-dire qu'à un moment, si on change la chaîne de facturation, on va remettre des données de base. On va rafraîchir les données. Bon, ça c'est un autre moyen parce que on va reparler, mais je vous note. J'aimerais me voir. C'est une belle région. Non, mais c'est très fou, je peux très bien. Parce qu'il y a plusieurs. En fait, on va même parler de méthode. S'il y a une méthode, s'il n'y en a qu'une, ou s'il y a des règles, parce que de ce que j'ai vu de nos clients, il y a à boire et à manger, quoi, évidemment, quoi, comme d'hab. J'ai vu une situation où il y avait plus de 100 programmeurs. Il rafraîchit les données toutes les 6 semaines, parce qu'il utilise le méthode agile et le sprint, ça dure 6 semaines, et il rafraîchit tout. Et il y a 100 programmeurs qui partagent les mêmes données pour tester. Genre, pendant que vous faites vos tests, moi, je peux les updater, quoi. Pas mal, hein. Donc, c'est, comment dire, c'est sportif, quoi. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans nos bibliothèques, on a des fichiers qui sont permanents quelque part. Quand je vous dis qu'on calcule un montant TTC, je ne travaille pas avec des fichiers où il y a 10 millions de lignes. Je travaille avec un fichier où il y a 150 lignes. Et je me mets ma bibliothèque devant et je teste les programmes pour voir si ça va. Ah, donc, c'est dynamique. Voilà. Bon, ok. Ok, non, mais ça peut aussi, des fois, être totalement autonome. Bon. Alors, je vais démarrer. Je remets la porte ou pas? Je la laisse ouverte. Non, je vais la laisser ouverte. Alors, l'automatisation des tests. Les tests, tout le monde sait que c'est important, mais il y en a bien peu qui les font entièrement. Parce que
comment ne pas le dire en français, c'est désagréable. Mais oui, parce que, en gros, un test minimum, je ne parle pas de tester un update avec je suis un SQL derrière, je vois la valeur. Un minimum, j'appelle un call stack A qui appelle B, qui appelle C, j'aurai des fichiers. Et si je veux faire mon test correctement et que je veux capitaliser mon test, je devrais pouvoir le relancer. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je sauve, mais il faudrait que je sache quels sont les fichiers que je vais utiliser dans mon test. Ça, c'est pas facile. 2, il faudrait que je les sauve avant. 3, je fais ma séquence. 4, je sauve les mêmes fichiers pour les valeurs après. Et je suis content. Le mois après, je veux faire un test de non-régression. Je réinitialise les mêmes fichiers avec ce que j'avais sauvé l'autre fois. Je refais la même séquence sans glisser. Et à la fin, je compare les données entre la dernière séquence que je viens de faire et ce que j'avais sauvé l'autre fois. Manuellement, c'est décourageant, quoi. Parce que c'est trop. Il y a trop de mines, il y a trop de moyens de se casser la gueule, quoi. Et c'est pas sympathique du tout. Et c'est là-dessus que je vais commencer ma présentation sur cette question qui empêche tout le monde de dormir. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être le fond gris. Mais avant une release, vous êtes un éditeur, ou même vous n'êtes pas un éditeur, il y a le software qui est le core business de votre société. Et il y a une nouvelle release parce que le business a voulu qu'il y ait telle ou telle fonction qui soit ajoutée, et la date, c'est demain. Vous avez testé pendant 3 semaines, 3 mois, 9 mois. Est-ce suffisant? Comment peut-on le savoir? Il manque quelque chose de scientifique là-dedans. C'est, pour l'instant, on n'a qu'une perception. Et il y a des moyens pour changer cette perception en chiffres. Et nous, on aime bien les chiffres, vu qu'on est informaticien. Et en informatique, en général, les chiffres, c'est la base. OK? Ensuite, les tests sont un candidat parfait pour l'automatisation. Réfléchissez un instant, réfléchissez un instant. Genre, l'informatique, c'est quoi? C'est le fait de répéter des tâches que je peux informatiser et je les répète pour justement les faire faire par le software. Le test, c'est quelque chose qu'on veut répéter, surtout les tests de non-régression. J'ai fait une modif, j'ai ajouté une fonction, je veux être certain que les 30 000 autres programmes ne soient pas cassés, quoi. Ils ne soient pas régressifs. Donc le test, c'est le candidat parfait pour être automatisé, en principe. Après, on va voir que c'est pas facile. Et donner des chiffres à des tests, mais non des perceptions, c'est le but du jeu. Et on va voir par quel moyen on peut arriver à donner des chiffres à un test. Genre, j'ai fait suffisamment de tests. C'est pas la peine que j'en fasse encore pendant 3 ans. Et je peux dormir tranquille. Et je suis responsable IT. J'ai des chiffres. Bon. On va aussi voir qu'il est temps, mesdames et messieurs, de tester correctement votre capacité de charge de travail. Alors maintenant, ça dépend. Ça dépend des sociétés que vous représentez. Certaines boîtes, surtout les assureurs, certaines banques, mais aussi d'autres boîtes, sont exposées au public. Donc j'ai mon IBMI quelque part, j'ai mon site quelque part à un autre endroit, et il peut y avoir des liens pour, par exemple, que le public demande un devis parce que je suis assureur et je travaille sur tout le pays, toute l'Europe, etc. Et combien il y a de gens qui peuvent se connecter en même temps? 1000, 10 000, 500 000. Comment je peux tester tout ça pour savoir si j'ai l'hardware qui va bien, la config, la mémoire, etc. Il faudrait que ce soit testé, ça. Mais c'est pas si simple que ça. Et je vais simplement m'arrêter un instant là-dessus. Imaginons qu'on ait la technologie pour, j'enregistre un truc, j'enregistre un scénario. Du début à la fin, c'est du web, c'est de l'écran vert, c'est pas grave. J'enregistre un scénario avec toutes les transactions, les inputs, les outputs, j'ai tout. Je l'ai. Et j'ai un autre moyen pour le répliquer 10 000 fois, 100 000 fois, en parallèle. Maintenant, si dans ma transaction, évidemment, il y aura un update à un moment, quoi. Au moment où il y a un update, je suis en train de locker un enregistrement. Donc la seconde transaction, elle ne peut pas faire ce que la première a fait, vu que le même enregistrement est déjà occupé. Et la troisième, la quatrième, etc. Donc, il ne suffit pas d'avoir enregistré juste un scénario de test. Il faudra avoir la capacité de l'avoir enregistré, mais de à la volée changer des variables pour dire c'est pas cet enregistrement que tu dois te connecter, mais à celui-ci, quoi. À la volée. Et sur les 30 000 fois où j'appelle mon scénario en parallèle pour faire un vrai test de charge de travail. Donc ça, c'est une des difficultés à mettre sur le plateau. Mais on va voir que il est désormais arrivé, il est temps. Le dernier webinaire que j'ai fait, c'était avec Tim Rowe. Et on parlait justement du testing. Et Tim
à parler de l'évolution de la technologie sur notre plateforme préférée, l'unique plateforme. Et je vais passer assez rapidement sur ces slides parce que c'est intéressant d'un point de vue historique, mais aussi pour montrer la complexité d'un système éclectique. Il y a beaucoup de C là-dedans. Alors, bon ben, l'importance de la modernisation, on sait tous que ça fait des années qu'on en parle, mais l'intérêt aussi d'un point de vue business se manifeste de plus en plus et ça devient exponentiel. Ensuite, tout a démarré il y a quelques temps. Ensuite, il y a eu de l'évolution, il y avait une manière de programmer, on connaît tous le monolithique, etc. Et ensuite, on a pu voir des choses un peu plus intéressantes, le SQL, le DevOps, le modular, le agile, etc. Et d'autres langages. On est bien content d'avoir dans le même box. Et on est, comment dire, on utilise, j'imagine que vous tous, vous utilisez un mix entre ce qu'on appelle le legacy, RPG ou COBOL. Qui c'est qui fait de l'RPG ou COBOL? OK. Et qui c'est qui fait ce qui n'est pas RPG COBOL, ou PHP, ou Java, ou Node, ou d'autres technologies? J'utilise aussi des open source. OK. Il y en a un peu moins, mais il y en a, parce que c'est possible, et depuis quelque temps. Et donc, Tim continuait à lui dire, bah voilà, maintenant j'ai encore à dealer, à avoir à faire avec différents types de programmes. J'ai ma base de données, très bien, j'ai mes écrans, ça peut être encore des écrans verts, évidemment, mais ce qui va très bien, ça dépend de la destination de l'application. Il y a certains avantages aussi avec les écrans verts, quoi, évidemment. Mais je commence à avoir un peu de monde là. J'ai pas mal de trucs, j'ai pas mal de choses ici. J'ai dit REST API, j'ai encore le Legacy qui se trouve quelque part. Bon, je peux avoir différents frameworks, mais j'ai différentes interfaces. Et évidemment, j'ai le monde open, Git, etc., Jira, DevOps. Tout ça, ça sert le business, la technologie, et ça aide la perception, parce que la perception, c'est ce qui pousse le business à un certain niveau, et aussi au nôtre. Ce terme perception, parce que pour le test, j'utilise assez souvent pour switcher entre être perception et devenir scientifique et mathématique métrique. Et bon, ben, on a différents environnements aussi pour le contrôle, le DevOps, le pipeline, etc. Et RPG continue à faire son petit chemin avec d'autres langages. Ben, le COBOL aussi. Ok. Maintenant, c'est en anglais, mais je vous le traduis à la volée, surtout ça. Mais maintenant, vous devez tester. Et ouais, yes, ça veut dire et ouais, tester. Et c'est là où ça commence à faire mal, parce qu'il y a plein d'endroits où il faut tester. On est content de cette multi-technologie, on est évidemment content de la cross-technologie. On sait que dans le business, ça sert. Il faut tester tout ça. Et comment on peut tester tout ça? Ah, il y a aussi le dernier bout qui arrive avec le DevOps. Évidemment, le DevOps, c'est l'horizon final, c'est parfait. Si on peut automatiser les tests, intégrer tout dans du DevOps, on commence à être sérieux. Avant, on espère être sérieux, je suis désolé. Bien. Nous, ça fait des années qu'on s'est spécialisé sur, on connaît la modernisation, le database, l'interface, etc. Mais le testing, on a besoin tout le temps. Et on a travaillé pour faire un outil qui puisse centraliser tous les tests qui sont centralisés sur l'IBMI. Et pour générer les tests aussi, si bien écran vert 5250 que web, et pour faire des tests fonctionnels, évidemment, c'est le test le plus classique de non-régression, unit test, test d'intégration, test de bout en bout, end-to-end testing, mais aussi test de charge de travail, qui n'intéresse pas tout le monde, mais qui intéresse, enfin, les boîtes qui en ont besoin, ils en ont besoin. Dire, quand on a besoin, c'est important. Mais pas tout le monde a un public, comment dire, scalable, qui est varié. Et de par notre expérience, nous avons pu établir 3 lois pour le testing. Alors, vous connaissez tous, j'aime bien les 3 lois parce que j'adore les 3 lois de la robotique qu'avait fait Isaac Asimov. Et j'aime ça parce qu'il y a une loi qui est conditionnée par une autre et qui est conditionnée par une autre. Et ici, nous avons, et c'est assez simple à comprendre, un test pour être tel doit être autonome, reproductible, observable. On est tous d'accord là-dessus? Genre, réfléchissez-y une seconde parce que j'ai eu des tests qui n'étaient pas autonomes.
J'ai vu des tests qui n'étaient pas observables. Enfin, même, j'ai eu du mal à les voir, quoi. Et reproductible, là aussi. Si un de ces pilastres qui manque, c'est pas un test. Même manuel, c'est pas un test que vous faites, c'est autre chose. Donc, quand vous faites un test à la main, au début, évidemment, pour savoir quel est le périmètre, etc., et ensuite automatisé, bah, il faut que ça suive ces 3 règles-là. Maintenant, avant de passer par là, je vais vous faire. Le but du test, comme j'ai dit avant avec la photo d'Einstein, c'était qu'on veut l'automatiser. Parce que c'est le parfait candidat pour être automatisé. Nous, la première chose qu'on a réussi à faire il y a quelques temps avec cet outil, c'est le test, c'est barbant. Et je ne peux pas me rappeler, même si j'ai des outils pour avoir les fichiers, etc., en avance, etc., c'est bon. Y a-t-il un moyen technique de reconnaître à la volée quels sont les fichiers que je vais utiliser, de les copier quand il faut, de les comparer quand il faut, de les initialiser quand il faut? C'est la première chose qu'on a établie dans l'outil que je vous présente aujourd'hui. Et une fois qu'on avait ça, on avait la base pour ensuite ajouter tout le reste. Mais la base, c'était ça, parce que ça, c'était comment dire, le point le plus critique pour faire un test. S'occuper des fichiers, les initialiser, les reconnaître, etc. Et l'outil le fait à la volée. On est d'accord que si je veux faire surtout du test de non-régression, j'ai besoin de scénarios déjà enregistrés. Et plus j'ai de scénarios qui vont dans tous les sens, plus j'aurai une qualité sur l'assurance que j'ai rien cassé pour la nouvelle release. Donc, le nombre de scénarios, c'est l'essence de la qualité aux sorties du test. Donc, on a poussé à mort la possibilité de faire des tests à tout le monde. Pas que le programmeur, pas que la personne de Quality Assurance, mais simplement l'end user. Il n'est pas technicien, mais il connaît bien l'application. Et lui, il se balade tous les jours dans l'application, web ou écran vert. Bon, bah écoute, si je te demande de cliquer d'abord ce bouton, tu fais ce que tu fais tous les jours et tu cliques après ce bouton-là, j'ai un scénario qui est enregistré. Et là, ça commence à être intéressant parce que je commence à avoir de l'essence. Et ça ressemble à ça. Ça, c'est pour le web. On a fait une petite page sympathique et on va devant l'utilisateur. Vous allez devant l'utilisateur. Je dis, bon, Rémi, ta transaction que tu fais tous les jours, qui est sur le web, ouvre ce tab d'abord et fais ça. Start recording. Et là, il y a un message. Attends 2 secondes que j'échauffe la machine. Et là, il est bon, il est prêt à écouter ce que je fais dans mon application web. Je vais dans l'autre tab, qui est ici. Ça, c'est un exemple. Je vais le rafraîchir. C'est un exemple qui update un fichier. Ça peut être n'importe quelle application comme la vôtre sur le web. Et ici, je vais simplement updater un enregistrement. OK, j'update. Vous avez vu, ça a changé de couleur. D'accord? Et je peux créer d'enregistrements, en updater d'autres. Donc, je navigue dans mon application. Je demande à Rémi, quand tu as fini, tu appuies sur Stop Recording. Et là, on va voir ce qui se passe. Il y a l'engin qui, OK, j'ai déjà tout enregistré, tout est prêt pour reproduire le test automatiquement. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a emmagasiné la séquence des écrans, les inputs, out, tout ce qu'il faut, plus la base de données. Et maintenant, je peux le relancer, et il va réinitialiser la base de données, il va relancer la même séquence, et il va comparer la base de données à la fin, automatiquement. Et je vais vous le montrer, ça serait, ici on est sur le test numéro 16, que je vais vous montrer ici. Où est-ce que je suis? On est là. Attendez que je trouve. Je l'avais ouvert avant, évidemment. On installe. Je me suis perdu. En PNP, ok. Ok, c'est là. Ok, c'est là. Voilà, très bien. 16. On va voir ce qu'il a généré.
Et si j'ai un script généré automatiquement, mais la beauté de ce script, c'est que j'ai une commande ici qui appartient à l'engin de test qu'on a fait, qui permet de lancer le script. Donc, ce que je viens d'enregistrer, qui est un scénario web, je peux le lancer comme ça. Et là, il est en train de relancer ce qu'il a généré tout seul. Moi, j'ai juste navigué, j'ai cliqué stop, j'ai cliqué start et stop. Et bon, voilà, là, il l'a fait. On voit le résultat de l'autre côté. Si je vais ici, on a une dashboard, je vais cliquer pour le rafraîchir. Et on voit qu'il y a le test 16. Bon. Donc, vous avez pu voir qu'il y a plein de choses qui sont passées ici. Mais l'utilisateur Rémi, il a enregistré ce qu'il fait tous les jours avec start, stop, et le programmeur, il peut prendre le script et le déployer automatiquement, aussi en batch, parce qu'on peut l'appeler avec une commande CL, une commande en ligne. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont produites. Là, l'air de rien, j'ai pu automatiser un test. C'est un test web, on va faire la même chose avec un test écran vert. Mais les étapes, c'est automatiser les tests, faciliter l'enregistrement de tests par tout le monde, parce que c'est l'essence de la qualité du test. Donc, l'interface est super simple. 2, automatiser tout ça. 3, batcher tout ce qui est interactif. Genre, on va enregistrer un écran vert. L'écran vert, c'est interactif, évidemment, c'est QInter. Mais si je veux rejouer mon test avec l'écran vert, j'ai pas envie qu'il y ait une main physique qui clique sur un bouton. Je veux que ce soit en batch. Comme ça, je peux me mettre dans une chaîne de DevOps. Et alors, je commencerai à être à un niveau industriel. Vous suivez? Ouais. OK. Je retourne sur le PowerPoint. Et donc, l'idée là-dessus, c'est de suivre, de simplifier, vu que l'essence de la qualité du test, c'est la facilité de générer des scénarios de test. Donc, on a simplifié énormément l'interface. Ce que je vous ai montré avant. Rémi, clique, start, stop. Et entre les deux, il navigue. OK. Donc, vu qu'on sait ça, l'idée, c'est enregistrer le maximum de scénarios, mais dans tous les sens, en diagonale. On n'a plus besoin d'appeler ça des unit tests, integration tests, un test, c'est un test. Plus j'en ai, mieux je me porte. Je me suis battu des jours avec des gens qui non, je vais commencer par un unit test parce que tu l'as lu dans un livre, mais on s'en fout de ça. Ce qui est important, c'est de faire un test. Et on voit plein de littérature sur les tests où il dit oui, mais parce qu'il y a 3 niveaux. Il y a un dessin où en général on a une pyramide. En bas, il y a unit test. Au milieu, il y a test d'intégration. Et en haut, il y a test de bout en bout, end-to-end testing. Et il écrit partout que end-to-end testing, integration test, ça coûte beaucoup parce que c'est plus compliqué, etc. Ben oui, si tu les fais manuellement, évidemment. Mais si tu as un outil qui peut le faire pour toi, ça coûte pareil. Et c'est mieux parce que ça couvre plus de code. Et c'est là où on arrive au code coverage que je vais vous montrer dans un instant. Mais d'abord, je retombe là-dessus sur, on a besoin de tests. Alors, la première étape, c'est, on permet à tout le monde de faire des tests. Les programmeurs peuvent enregistrer des scénarios, évidemment, mais aussi les personnes chargées de l'assurance qualité, mais surtout l'utilisateur final. Et on est plus de monde. Et il en faut. Ensuite, ça peut tout de suite intégrer dès le jour 1, vous êtes productif. Parce que tac, j'ai un scénario qui est prêt, dès que je fais une modif, je peux l'inclure dans mes calls de non-régression, et c'est tout automatisé ici avec une simple commande. Mais évidemment, vous continuez à maintenir votre code, à ajouter des fonctions, c'est le but du business. Et là, vous pouvez aussi, on a des différentes commandes pour faire de l'unit test simple. Par exemple, un call. Quand je fais un call, ça serait bien que un call qui appelle un programme avec 5 paramètres, bah, ça serait bien que chaque fois que je l'appelle avec 2 paramètres d'input, j'ai tout le temps les 3 paramètres identiques d'output, évidemment. Bon, bah, nous, on a reproduit un call, c'est assez simple, qui mémorise les valeurs d'entrée et de sortie. Parce qu'on les met sur un fichier, et vu qu'avec notre engin, notre moteur de test, on encapsule tout ce qui est fichier. Donc, comme un aspirateur. Donc, ça devient super facile de faire ce genre de test aussi. On a fait la même chose pour call procédure, call SQL procédure et SQL fonction, pour aider des différentes étapes de unit testing. Mais moi, ce qui m'intéresse réellement, c'est l'integration et end-to-end testing, c'est l'intégration et end-to-end testing, c'est l'unit testing. Et si je peux faire ça, je peux tout faire. Et dès qu'on fait un petit peu, ça peut être, tout ce qu'on fait avec ça, avec l'outil, ça devient utilisable pour tout le monde.
Évidemment, ça peut aussi. On a des clients qui font des transformations. Par exemple, un coup classique, je dois changer la taille du code facture parce qu'on facture trop. Et donc, il n'y a plus de place. C'est un problème. Ça peut être des gros projets, ça veut dire que je change la structure de ma base de données, je change la propagation dans mon code, etc. On a aussi un outil pour ça, mais bon, parlons du test. Si moi j'avais enregistré des tests, une centaine de scénarios qui touchent tel ou tel fichier, tel ou tel programme, qui maintenant sont changés parce que j'ai changé la taille, ben, on est en mesure de rejouer les mêmes tests qui vont comprendre que la structure a changé et qui vont faire toute la plomberie tout seul, quoi. Comme ça, on n'a pas perdu la capitalisation de nos tests. D'accord. Donc, avant-après, une transformation qui change aussi une structure, ça fonctionne. Même idée avec, j'ai changé le niveau de sécurité, ou j'ai changé l'accès, il y a pas mal de choses qui sont plus publiques, mais qui sont plus orientées, plus serrées au niveau sécurité. J'aimerais être sûr qu'il n'y a pas de régression, il n'y a rien qui soit cassé quand les utilisateurs vont se connecter. Bah, là aussi, ça l'intègre. Et évidemment, tout ça, c'est du test fonctionnel, on peut faire de la charge de travail, sur la sécurité aussi. On a une option qui s'appelle Shrink Data qui réduit les données. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Et on a aussi le code coverage. Et le code coverage, c'est ça qui va changer la modalité perception en modalité métrique. Je sais ce que je fais et voici les chiffres. Voilà. Demo time. OK, je reviens sur. Vous avez vu la partie web, comment c'est. Euh... je vais aller un petit peu sur l'écran vert. Mais nos commandes, on a 3 commandes de test. La première s'appelle run test. La seconde s'appelle start run test et la troisième end run test. C'est les 3 mêmes. Le start et end, c'est run test coupé en 2. Mais ça permet de bosser sur des jobs asynchrones. Ça permet de bosser sur plusieurs calls, sur, je sais pas, mais je vais appeler au milieu. Et notre commande est aussi multi-trade et multi-job. Par exemple, tester le web, c'est assez délicat parce que ça appelle un serveur HTTP qui a plusieurs instances et on ne sait jamais dans quelle instance va finir la requête web. Ok. Ben pour nous, c'est pas grave parce que je peux suivre tous les jobs par l'utilisateur Rémi ou tous les jobs qui s'appellent ABC et j'ai pas besoin de suivre le numéro du job spécifique et je peux avoir des combinaisons. Donc je suis multi-job. C'est aussi intéressant si je veux inclure dans mon test des submit jobs que je fais pour des impressions éventuellement, quoi. Maintenant, exemple très simple. Je vais ajouter la librairie produit. Et ici, je vais appeler un programme très simple pour vous montrer les bases. Démo 01. Ici, j'appelle, c'est un simple fichier qui permet de faire création, update, delete d'un fichier. Et ici, je vais changer un enregistrement. Et là, au lieu de AAA, je vais mettre BBB. D'accord. Je confirme. On voit bien que c'était changé à B. Je m'en vais. Et me dit le test 17 a été fait correctement. Mais je vais dedans. Et lui, il comprend que c'est un recording. Parce que c'est la première fois que j'appelle ce programme, etc. Et il y a plein de. Il fait ça tout seul. F9. J'appelle le même. Et vous avez vu, il m'a remis AA. Il m'a déjà initialisé tout seul ce que j'ai dit avant. Ben, voilà, vous le voyez, quoi. OK. Donc, si je fais la même séquence, évidemment, il va être content. Je sors. Et il me dit, test 17, successfully accomplished. Bon, il est encore content. Mais là, il me dit, c'est un replay. Et il le sait. Et comme il comprend ça tout seul, il sait qu'il doit initialiser les données au début et les comparer à la fin. D'accord. Et il le comprend tellement bien que si je ne fais pas la même séquence, si j'appelle le programme, à nouveau, je vois AAA. J'avais mis BBB, mais si je mets, je sais pas moi, PPP, évidemment, ça va être différent. Je confirme, je vois P, je sors. Et là, il va me dire, fail. Il y a un problème sur la base de données, il y a un mismatch. Enfin, ça, voilà. Donc, ça, c'est le cœur du cœur du cœur. Maintenant, il y a plein d'options.
L'option shrink. Vous avez copié les données de la prod. Vous n'avez pas copié, mais vous avez un fichier qui est énorme. Et vous voulez rejouer votre test. Donc évidemment, d'une manière ou d'une autre, il fait un restore data, quoi, quelque part. Quoi. Et ce fichier, il fait 30 milliards d'enregistrements, il va mettre un peu de temps. Nous, on a trouvé le moyen d'extrapoler seulement les enregistrements effectivement utilisés par le scénario. En update, évidemment, en delete, en create, mais aussi en read. OK? On arrive à faire ça. Donc, on sait que votre test case, s'il a utilisé que 30 tiers d'enregistrement, je vais créer un subset. Et à partir de ce moment-là, chaque fois qu'on relance le même test, j'utilise que je ne restaure que ces enregistrements-là. Je n'ai pas besoin de restaurer les 30 milliards derrière. Quoi. Et ça permet à beaucoup d'entreprises de pouvoir faire leurs tests tous les jours. Parce que si moi j'ai des volumes énormes, je peux faire des tests qui ont des releases importantes, mais pas tous les jours. Mais si je peux les faire tous les jours parce que le volume n'est plus un problème, bah, ça simplifie tout le mécanisme, mais aussi le DevOps, etc. Quoi. Et je vais vous donner un exemple. J'appelle ici, il y a beaucoup de paramètres. Je vais vous les expliquer à la volée. Running mode autodetect. C'est la valeur par défaut, mais il y a aussi la valeur recording. Je force un recording parce que le test que j'ai fait avant était trop moche. Ou je veux récupérer, lui, il peut me restaurer les données tout seul. Je dis, bon, très bien, restaure-moi les données, mais donne-moi le contrôle. Parce que je veux refaire le recording. Ou je veux en faire un nouveau. Ou alors, share database, un petit peu ce qui pouvait se mélanger avec ce que vous disiez, c'est les données, je rafraîchis. Donc nous, ok, on les touche pas. On fait tout le reste, mais on te laisse, comment dire, monitorer les données. Donc tu les initialises comme tu veux au début et tu les valides comme tu veux à la fin. On a aussi une possibilité juste de tracer le DB. On fait d'abord un traçage pour savoir ce qui se passe. On fait ça avec certains clients où il y a beaucoup de fichiers qui sont utilisés. On aimerait les savoir, avoir une vue d'ensemble avant d'établir une stratégie. Et après, il y a le workload. Le workload, évidemment, il ne va pas réinitialiser les données à tous les coups. Il va utiliser la même donnée pour toutes les instances de test fait en parallèle, mais il ne va pas les réinitialiser. Okay. Ensuite, évidemment, il encapsule la base de données, il les compare au replay. On a deux niveaux de comparaison. Un qui dit il y a une différence, deux qui génère une page HTML avec des filtres. Genre, il y a beaucoup de différences sur pas mal de colonnes avec des valeurs avant-après ou des enregistrements en plus ou en moins. Ça commence à faire beaucoup. On génère une page HTML avec des filtres à la volée dynamique pour trouver tout de suite ce qu'il faut. Quoi. On peut aussi encapsuler les messages. Si vos programmes lancent des messages, on peut les encapsuler, les comparer. Et on peut indiquer le nombre de messages qu'on désire. On peut aussi tracer les objets utilisés. Genre, je lance mon test. Évidemment, il va encapsuler les programmes, les fichiers, etc. Mais les data area, les user space, user index, n'importe quel objet que vous utilisez, on peut savoir qu'est-ce qui a été utilisé dans un cas de test ou pas. Et on peut aussi le comparer. Le code coverage, et c'est là où je voulais en venir. Je vais mettre yes ici. Yes ici. Il y a d'autres paramètres. Je vais aussi les passer tant que j'y suis. Ici, c'est la possibilité de générer un script que j'ai fait avant sur le truc web. Ici, d'encapsuler aussi des jobs soumis par la session interactive. Ici, des options pour le prochain coup, je balance la commande qui va faire un restore. Nous, par défaut, on restore sur une librairie qu'on crée à la volée et qu'on met en haut. Pas qu'on met dans la curlib, mais c'est customisable. Dans certaines situations, la curlib est déjà occupée, donc on va utiliser la user label, etc., etc. Là, il y a toutes les options possibles. Et là, le shrink database que je vais faire dans un instant. Et ça, c'est l'option quand il y a une transformation, on pointe sur la librairie qui contient la nouvelle structure et nous on fait tout ce qu'il faut pour substituer les fichiers pour que les vieux scénarios continuent à fonctionner après une transformation. Il y a d'autres paramètres ici. Sur le code coverage, il faut que j'indique quels sont les modules que je veux couvrir. Et voilà. Et puis, bon, il y a d'autres paramètres, on va peut-être pouvoir les voir tout à l'heure. Mais en attendant, je balance ça.
Donc j'appelle le même programme avec la dernière valeur que j'avais changée. Je vais mettre à blanc, par exemple. Je confirme. Et là, il y a le code coverage en action. En batch, évidemment, on ne va pas voir ça. Mais là, il me génère le code cov. Et ici, on peut le voir avec ces messages ici. Il y a 56% du code qui était couvert. Et ça, il l'a mis dans l'IFS. Là, on fait deux choses. On sauve l'information dans nos fichiers à nous, dans nos tables à nous, qui nous permet de faire du merge. Parce que quand vous faites un test, je suis dans un programme écran vert, j'appelle le même programme plusieurs fois avec différents inputs pour naviguer dans différents blocs du programme, quoi. Okay. Et ce que j'aimerais savoir, c'est en fin de compte, est-ce que je me suis baladé partout dans mon code, oui ou non? Donc il faut que je merge mes différents codes cov. Et on a un user defined function SQL pour faire ça, et donc on a tout storé dans le base de données, donc ça devient très facile, transparent, etc. Mais là, j'ai généré quelque chose avec du que j'ai mis dans l'IFS. Et je l'ai ici, je vais vous le montrer. C'était, voilà, un exemple, c'est ça. Et là, on voit votre code avec la date, le pourcentage, et il y a une croix devant les lignes qui ont été exécutées, pardon, et les lignes qui n'ont pas été exécutées. Donc ça, c'est pas mal. Il y a certains de nos clients qui utilisent ça pour faire du debug de luxe, parce que le débugage à la main, step by step, c'est long. Et là, ça le fait tout seul. Et il y en a qui font ça pour, j'appelle 2-3 fois mon programme avec différents inputs parce que je veux tester un truc, je mets le code en route, et après j'utilise VS Code pour faire un compare de l'un à l'autre, et je vois tout de suite là où il est passé, là où il n'est pas passé, par rapport à l'autre cas. Donc voilà. Et le code cov, c'est ça qui transforme la perception en numéros, en chiffres. Et c'est là où on peut se dire, avant une release, j'ai pu tester ABC, mais j'ai pu tester 72% du programme A, 83% du programme B, etc. Et c'est à vous de donner le niveau. 80, c'est le fil qu'on veut atteindre, ou 50, c'est suffisant, etc. Après, évidemment, il y a le code mort, mais ça aussi, on peut l'intégrer. Il y a la structure qui est faite pour ça. Et il y a différents moyens de savoir qu'est-ce qui est mort, qu'est-ce qui n'est pas mort, et d'enlever du pourcentage final pour arriver au 100%. Vous m'avez suivi? Bon. Donc, le code coverage, ça vous semble important. Enfin, vous voyez le niveau, comment dire, le passage au niveau où on se trouve sans code cov. Le mieux que je puisse faire, c'est d'avoir une perception. Avec le code cov, j'ai des certitudes. Bon. OK. Le shrink data. Donc, le fait de diminuer les enregistrements seulement à ceux qui sont effectivement utilisés par le test. Ça intéresse toutes les boîtes qui ont des fichiers énormes et qui, à cause de ça, ne peuvent pas relancer les tests tous les jours parce que ça prend trop de temps. Bien. Je vais vous le montrer. Alors, je reviens. Test, j'appelle le même programme. Avec une autre version, j'ai un fichier qui fait 30, 32, 33 enregistrements. Là, j'appelle un programme qui le filtre et qui va en lire que 4, 5 pour démontrer le shrink. OK. Shrink me, on va le faire. Tac, 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 tac. Et je mets yes ici. Et là, donc, j'en lis que 4. Je sors. Pardon, je sors. Je le rappelle. La première fois, on prend ce qu'on reçoit, quoi. On prend ce qu'il y a. Mais la seconde fois, j'ai mis l'option shrink. Lui, il va bosser et il commence à faire différentes analyses des fichiers. Et il va comprendre ensuite, une fois que je le lance, là, il est en train d'analyser ce qui est utilisé ou pas. Je sors. Et là, il va pouvoir m'indiquer ce qui a été utilisé et il les a déjà shrinkés. Il y a 87% qui étaient shrinkés. OK? Ça veut dire que quand je rappelle le programme, évidemment, là, pour ma démo, j'avais un fichier qui ne faisait pas 30 milliards d'enregistrements, mais si j'avais 30 milliards d'enregistrements et maintenant je fais un replay, il va mettre 10 minutes pour faire le restore, bah là, il ne mettrait plus 10 minutes parce qu'il va utiliser que les enregistrements effectivement utilisés par le cas de test. Et si je le rappelle, évidemment,
rappeler ce qui nous sert, quoi. Donc, voilà. J'ai encore du temps, je vais vous montrer encore quelques trucs. Vous avez des questions? Sur les enregistrements de scénarios, genre de ce que fait le métier Oui. chez mon écran. S'il y a un écran intempestif qui débarque, genre d'écran d'erreur ou ce genre de choses, nous on a des messages d'erreur sur la technique qui peut se déclencher. Oui. Du coup, le scénario s'arrête totalement parce qu'il ne sait pas gérer cet écran. On peut mettre des possibilités de différents scénarios si j'ai cette erreur ou si je ne l'ai pas. Ouais. C'est possible du coup. Oui, les deux sont possibles. Ça, on l'a dans la panoplie de commandes qu'on a qui interfacent le DevOps. On n'a pas besoin de DevOps obligatoirement pour l'utiliser, mais on va faire ce qu'on appelle des suites de tests. Genre, ici, j'ai des tests faits un par un, évidemment. Je les enregistre. Quand je commence à en avoir plusieurs, je peux créer des suites qui vont contenir plusieurs tests. Et tous les tests qui touchent le fichier XYZ. Et ensuite, je peux tous les lancer. Et là, on peut dire, tu t'arrêtes au premier et t'appelles la police, ou tu logs le tout et tu vas jusqu'à la fin, et s'il y a un qui se crache au milieu, tu continues, quoi. C'est ça, c'était un enregistrement de tâches utilisateurs. Oui. J'ai fait 1, 2, 3, 4. Ouais. Si entre 2 et 3, j'ai quelque chose. Bah, si l'écran est différent. Oui. Est-ce que j'ai possibilité dans mon scénario de test de dire s'il apparaît, tu fais ça, s'il n'apparaît pas, tu continues? Oui. Je suis plus dans ce cas. Oui, alors. Parce que du coup, c'est pas un enregistrement. C'est la cinématique. Ouais, bien sûr. Cinématique. Et ça, c'est dans écran vert ou web? Ok, alors, je vais vous le montrer. On a parce que pour l'instant, je ne vous ai pas montré encore l'encapsulation des écrans verts. Bon, là, c'est que back-end. On a vu quelque chose avant qui faisait le tout avec le web. Ok. Maintenant, pour les écrans verts, on a une commande qui s'appelle rec 5250. 5250. D'accord? Je tape cette commande. Je peux demander à l'utilisateur final, Rémi, dit bon, tu fais ce que tu fais tous les jours, mais avant, tu tapes rec 5250. Il fait comme ça. Il appuie entrée. Et là, il a de nouveau un sign-on. On démarre tout le temps, tout par un sign-on et sign-off pour être modulaire. Comme ça, je peux appeler mes tests dans n'importe quel ordre. C'est initialisé quand il faut, etc. J'ai plus à me poser de questions de branching, etc. Donc, je retourne ici. Et je vais rappeler GPT démo movie. Ok, j'appelle le même programme. Je sors. Je vais simplement arriver jusque là. Ici, on a généré un script. Et je vais vous montrer ensuite. J'ai un script ici. Je le sauve. Et maintenant, j'ai une commande qui s'appelle exe 5250. Je peux mettre le nom du script. OK, et là, je vais l'appeler comme ça. Lui, il est en train de jouer en batch. Là, on met juste des status pour voir ce qui se passe. Et là, en fin de compte, je suis en train de rejouer en batch ce qui était interactif. Donc ça permet de... Maintenant, ça crée un script. Et vu que j'ai un script, bah, je peux faire ces manipulations. Parce que dans le script, on a un langage. On peut mettre des if, else, and if. OK? Et ici, je vais vous montrer un script. Ici, on a aussi un script pour le web. On peut aussi... Ah bah attendez. Est-ce que vous connaissez Postman? Ouais. Bon, bah alors si ça vous dit, je vais aller... Parce qu'avec Postman, on peut voir un petit peu ce qui se passe derrière les coulisses, quoi. Alors, je retombe là-dessus. Ouais, j'ai encore un quart d'heure. Alors, je vais... 2, 2, 3. Je crée un nouveau test de scénario, je lui donne un nom au scénario. D'accord? Je fais send. OK. Et là, il me dit, bon, bah, il est content, là, c'est du JSON. C'est grosso modo la même chose qu'on a vu avant avec l'interface sympathique, mais là, c'est du Postman. Donc, il me répond en JSON, OK, c'est bon, je suis prêt à écouter ce que tu fais, quoi. Et ce que je fais, c'est, j'ai mes pages web, je fais des guides, des puts, des posts. Vous connaissez tout ça?
grosso modo. Ok, ça marche. Ici, je fais un get pour dire, bon, donne-moi la liste des clients. Et ici, les clients, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai 6, d'accord? Je vais voir le détail du client numéro 2, par exemple. Ce que je ferai en naviguant sur ma page, hein, on est d'accord, ok? Mais je l'ai fait avec Postman, comme ça vous voyez ce qui se passe. Ici, bon, ok, j'ai les détails du client numéro 2. Maintenant, je veux créer un nouveau client. Donc, j'appelle ma RESTful API avec post, et dans le body, j'ai le paramètre qui va bien pour faire la création, quoi. D'accord? Je fais un send. Et ici, bon, ok, j'ai créé un nouveau client, donc c'est le client, ici on voit numéro 7. D'accord? Bon. Et maintenant, je veux updater le client numéro 2 que j'ai vu avant. Et je vais lui mettre une autre valeur, n'importe où, quoi. On va faire ça. Put. OK. Et maintenant, je fais un get final pour avoir la liste finale, pour voir ce qui s'est passé. Et ici, on voit que ici, j'avais rajouté un beverage dans le client 2. Et ici, j'ai au total 6 clients. D'accord? Maintenant, j'ai fini mon scénario de test. Et Rémi, il va cliquer stop. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler ce lien-là, quoi, que je vous montre via Postman, qui était le scénario que j'avais appelé 223. D'accord? Je fais un send. Et là, il est en train de générer le script. Il est en train de me dire que repeat test script for test 20 successfully generated. Donc, il est déjà disponible. Donc, c'est le test numéro 20. Je retourne, et ça, c'est un script. Maintenant, je vais sur le script. Je vais le rafraîchir. Et là, j'ai le script numéro 20. C'est lui. Alors, maintenant, je vais faire deux choses. Je vais l'appeler à la volée. Comme ça, vous comprenez que c'est du vrai, quoi. OK? Là, j'ai déjà le script qui est bon. Si je relance ce que je viens de faire avec Postman, qui était du web, avec une commande ciel, quoi. Enfin, une commande à nous qui s'appelle exe WebSQL. Je vais vous montrer ici. Mais après, je vais vous montrer autre chose. Donc, je fais ça. Donc, c'est le test 20. D'accord? OK. Je fais ça. OK. Maintenant, ici, on a un script. Dans ce script, on peut rajouter. C'est un langage qu'on a mis en place, qui est standard, où on peut tourner du SQL, on peut appeler du CL, et en plus, on peut mettre du if and diff. Et d'autres macros qu'on met à disposition parce que c'est pratique pour les programmeurs, les testeurs, etc. Ici, déjà dans le script tel quel, il y a déjà des if and diff. Notre truc à nous, c'est qu'on met underscore devant pour le reconnaître, mais c'est du if and diff à tous les effets, quoi. D'accord? Donc, c'est pas compliqué à utiliser. Et moi, avec ça, je peux m'amuser à faire ces variations. Si tu vois cette valeur, etc., je vais l'associer avec une autre commande que je vais vous montrer ici. Ici, vous avez compris que nous, run test ou start and run test, c'est la même chose. Et nous, on fait tout, c'est tout encapsulé. Et quand moi, je rejoue le même test, il y a une différence. Je vais mettre status fail. Si je reviens sur ma page web, ici, si je fais un refresh, bah, je vois le test 20 que je viens de faire. Mais bon, les tests, soit ils passent pas. Ici, on a le flag. Il y a aussi d'autres status. Il y en a 5-6 au total, quoi. Mais moi, le status, si moi je vais faire des conditions, bah, je dois être en mesure, moi aussi, programmeur, de dire, bah non, quand tu vois ça, il n'est pas fait, il est passe, quoi, ou ce que je veux, quoi. Et pour ce faire, on a aussi une commande très simple, qui est set status. Et là, on met le numéro du test ou sa dénomination, etc. Et ici, je peux rajouter, où est-ce qu'il est? Ici, voilà, c'est ici, je peux mettre dans le flag les différentes valeurs du statut du test, donc passé, pas passé, etc. Et je peux aussi mettre un texte explicatif, un détail, quoi. Ici, je peux écrire à raison, quoi, tant qu'à faire. OK? Bon. Donc, on a cette commande-là. Cette commande-là,
on peut l'insérer dans le script, entre un if et un endif. Ici, je peux faire comme ici, par exemple, hein, CL 2 points, et j'appelle une commande, quoi. Donc voilà. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est autre chose. Ici, moi, j'ai fait... Alors, attends. Un autre exercice, j'ai updaté le client numéro 2. Vous vous rappelez, dans mon Postman. Ce que je voulais faire maintenant, c'est... où est-ce qu'il est? Tac. Je vais lui dire, ce client 2, je veux le rendre variable. Alors, qu'est-ce que je fais? Ici, vous comprenez le code. Ici, ça, c'est le client numéro 2 que j'utilise en Postman. Là, c'est un petit peu technique. Et là, je vais dire, bon, bah tiens, ça, c'est le client 2 écrit en dur. Mais moi, j'aimerais qu'il soit variable parce que je vais faire du workload. Hein, je vais faire de la charge de travail. Ou, c'est peut-être pas du workload que je veux faire, mais je veux tester 36K. Et c'est 36K variable. Donc, je dis, bah tiens, c'est pas le client. Une fois, je vais tester le 2, une fois le 3, une fois le 4, et ça. Donc, je vais changer ça en cast. Je donne un nom de variable, cast number, par exemple. D'accord? Je sauve. Et là, je viens de transformer quelque chose en une variable. Et j'ai une commande. Tac. Tac. Attendez. C'est la même avec un X. Ici, j'appelle le script. Et ici, j'ai setVar. Le paramètre s'appelle setVar. D'accord? Et dans le setVar, je peux lui dire que cast number, bah, je veux que ce soit le 3. Et là, je l'appelle. Et quand je fais de la charge de travail, c'est ce que je disais avant, on ne peut pas appeler le même client 36 000 fois parce qu'il est loqué. Donc, je veux un truc facile pour l'appeler à la volée, le changer à la volée. Et là, c'est du batch, c'est une commande. À la fin, c'est comme une commande CL. Donc, c'est très facile à manipuler. Et je peux faire 36 000 submit jobs avec 36 000 calls de exe et WebSQL X avec 7 var, cast number, il y a 1, 2, 3, 36 000, etc. Et ça peut aussi servir pour faire différents cas de tests et assez facilement. Et ici, si je fais un update de lui, voilà, on voit qu'il a repassé, quoi. Donc, voilà pour répondre à la question sur la possibilité d'avoir des variations sur la validation d'un test ou pas. Donc, de pouvoir setter le status d'une manière programmatique avec des conditions et de mettre les conditions ou même de mettre des variables. Voilà. Donc là, on a fait le tour assez... il me reste quelques minutes et je vais vous montrer quelques commandes intéressantes. Sur la commande str run test, qui est la même que run test mais coupée en deux, il y a une commande, il y a des paramètres intéressants qui nous permettent de faire des choses assez complexes. Ici, par exemple, bah, je peux englober non pas un seul job, mais plusieurs jobs. Et vous décidez, je dis, bah, moi, je vais englober tous les jobs faits par Rémi, quoi. D'accord? Et ça peut être intéressant parce que si vous avez l'éducation, nous, on a certains clients qui ont des procédures où je commence sur l'écran vert, après je vais sur le web, mais la transaction n'est pas finie, après je retourne sur l'écran vert. Donc il y a au moins 2 jobs là-dedans. Et tant qu'à faire, je fais une impression qu'il y a un semi-job, donc j'ai un 3e job. Ben, on arrive à tout mettre dans le même paquet et ça devient un test. Exe WebSQL ou voilà. Donc ça, c'est une commande intéressante. Ouais. Mais ce que je voulais montrer à présent, c'était, on s'interface si vous utilisez déjà du DevOps, mais même si vous ne l'utilisez pas, on a des API, des commandes qui permettent de créer des suites de tests, de mettre des tests dedans, par référence. Alors, je fais une suite, c'est une boîte. Mets-moi tous les tests qui touchent tel fichier ou tel objet, etc. Ou tous les tests que j'ai faits le mois dernier, ou tous les tests que j'ai faits de telle période à telle période. Et lui, il les met dans la boîte, et ensuite run le tout. Et là, on peut choisir
différents niveaux de log, pas log, arrête-toi, t'arrêtes pas, etc., quoi. Et les commandes, ça va être create suite. Je peux en faire la volée sans nom, il va prendre le nom du job. OK. Je mets une description. Ma suite. Ensuite, j'ai add test. Donc le test, c'est celui en cours. La suite, pardon, c'est celui en cours. Mais ici, je peux lui dire, bah, mets-moi tous les tests qui, par exemple, là, dans mon exemple à moi, où c'est une liste de movies, de films, je peux lui dire, ajoute-moi tous les objets, tous les tests qui touchent le fichier movie. OK. Ou aussi tous les tests qui ont tel ou tel tag, parce que quand je fais un test, je peux donner une description, des tags, etc. Bon, bref. Ici, par différentes références, j'arrive à ajouter des tests dans ma boîte, qui est une suite. Là, j'ai pas donné de ID aux suites, il prend par défaut le job, parce que c'est une suite que je fais à la volée, mais je pourrais donner un nom persistant si je sais que cette suite, à toutes les releases, on va la lancer. On a ces 36 tests, il faut qu'on les fasse. Je fais ça, et là, ils m'ont rajouté 16, quoi. Et ensuite, ça c'est le nom de ma suite. Il prend par défaut le job, quoi. Parce que j'avais la flemme de mettre un nom de suite. Mais parce que je sais que je ne vais pas l'utiliser demain, quoi. Voilà. Et ensuite, il me reste la commande run suite 4. Et là, bon, ben, il prend celui en cours qui est celui du job. Et c'est là où j'ai ici plusieurs options. Et ça nous permet de nous interfacer avec différentes stratégies dans le DevOps, genre va jusqu'à la fin et log le tout, mais log à quel niveau? Ici, je peux loguer, je peux aussi sauver tout le job log, seulement quand il y a une fin anormale. Fin anormale, ça veut dire que le test fail. Ça ne veut pas dire qu'il le fail, je le décide aussi, ça peut être sous conditionnement, etc. Commande type, alors ici c'est intéressant, là, attendez, tac. Ici, j'ai tous les tests, mais on fait des distinctions. Quand on joue avec run test, qui fait tout en même temps, dans le run test, je mets le truc que je veux appeler. Là, ça va plutôt être de l'unit test, parce que c'est plus petit. Mais quand je fais un truc dans le web, je fais un start, je fais get, put, post, je sais pas, différentes choses. Et après, je fais un end. Là, ça va être un exe web SQL. Qu'on a vu avant, rec 5250, exe 5250, c'était que de l'écran vert. Donc, bah, attends, je veux faire que des tests qui sont écran vert. Ou alors, les deux. D'accord? Donc, je peux choisir. Et quand je choisis, je reviens ici. Non. Je voulais faire ça. Je choisis ce que je veux et ensuite, voilà, le play thinking time, ça c'est intéressant. Alors ça intéresse plus ceux qui veulent faire du workload, de la charge de travail, parce que, oui, je peux simuler en parallèle 10 000 connexions. Le thinking time, c'est le temps que l'utilisateur a mis pour rentrer les données dans l'écran. Bah, c'est aussi c'est de la vraie simulation, parce que si je le fais d'une manière automatique, il ne va pas faire 30 écrans en 3 secondes, quoi. Donc on peut aussi simuler le vrai temps que la personne prendrait. Et ça aussi pour la partie... Et c'est une option. Si on veut vraiment faire une simulation qui puisse mélanger des cas, bon voilà. Run in batch, oui, bien sûr, par défaut, c'est ce qu'il y a de mieux, même si ce qu'on a enregistré c'était interactif. Parce que l'idée c'est, je génère des tests automatiquement, j'automatise les tests, ensuite je veux les batcher, parce qu'éventuellement je veux les faire tourner dans une chaîne de DevOps. Et là, on est au top, quoi. Et ensuite, save, job log, oui, non, tout le temps, jamais, que quand il y a un pépin, et voilà. Des questions? Ok, j'espère avoir fait le tour des différents cas. Et ici, le message le plus important, c'est de populariser les tests, parce que plus on peut en faire, plus vite on arrive à une qualité qui réduit les bugs qui coûtent. Les bugs, plus tard on les voit, plus ça fait mal. Bah ok, merci beaucoup. Merci. Des tests, en fait, pour arriver à attraper, de dire, donc vous avez modifié un enregistrement, etc. En fait, dans l'outil, vous avez configuré pour dire certaines bibliothèques sur la partition, en fait, de l'outil écoute ce qui se passe. Donc ça pose des triggers sur les... Non, non, on est super léger. Ouais. Garder les fichiers. Enfin,
c'est une option. Enfin, on peut tout tracer, on peut savoir. J'appelle 36 programmes, ça utilise 300 fichiers, je l'essaie. Je trace. Ou on veut enregistrer, donc chaque fois que je vois un fichier qui est nouveau, je le copie. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. C'est pour ça qu'on trace au début. C'est optionnel, ça dépend. Justement, il faut voir un petit peu ce qu'il y a au départ. Ensuite, ça dépend dans quel environnement on se trouve. C'est pour nous. On se dit, bon, ben, il faut une partition dédiée au test. Enfin, ça peut pas être en prod. Parce qu'on peut faire pas des dégâts, mais on peut bouffer du temps, quoi. Ça dépend ce qu'on veut faire, quoi. Mais on peut agir à différents niveaux, hein. Le trace, c'est indolore, c'est ok, je vois un petit peu la grandeur de l'impact. Mais ensuite, tac, j'actionne, j'enregistre parce que je fais vraiment un test. Il enregistre tout, mais bon. Encore une fois, c'est optionnel, quoi. Mais enfin, pour enregistrer les données, du coup, dans vos outils, il y a un moment, enfin, vous avez fait un certain du POBJ de toutes les tables qu'on mettait. Ouais, un équivalent à ça, ouais. En gros. Ouais, en gros, ouais, c'est ça, ouais. On les a, ensuite, nous, on les met dans les save files pour les comprimer, pour optimiser le tout. Parce que ça peut être... Mais après, ce qu'on fait. Vous n'avez pas compris la base de données complète. Non, que ceux. Mais bien sûr. L'intérêt des tests, c'est quand même de les rejouer. C'est pas le lendemain qu'on a joué 6 mois, un an après. Oui, ça dépend, hein, ça, oui, ça peut être enfin, ça peut être même plus rapide. Hein. Oui, oui. L'intérêt d'un test, c'est qu'à un moment donné, quand on y revient 3 mois, 6 mois après, dire ok, qu'est-ce qu'il faut le test pour que ça marche. Bah oui. Pas sur l'instant T. Sauf que là, si on a une base de données qui devient constituée avec des fichiers qui ont été sauvegardés il y a 6 mois, d'autres il y a 3 mois, d'autres il y a 2 ans. Ouais, mais lui, il est. Il n'y a plus rien de cohérent dans l'application, quoi. Non, ça dépend comment vous faites vos tests, parce que le test il devient autonome. Rappelez-vous des 3 règles. Oui. J'ai enregistré il y a 3000 ans, il y a 3 jours. Oui, mais en soi, un test qui peut être autonome sur son test, il touche le fichier article, le fichier des commandes, le truc et le machin. Il est autonome. Mais on est d'accord que le fichier des articles, non, mais ok. à la commande de faute. Ouais, bien sûr. Oui, mais ce sont deux informations différentes. Genre, on est d'accord que pour faire le même test, il faut que je parle avec les mêmes données. Ouais. Oui, mais c'est le même test en lui-même, en fait. Moi, c'est ça qui me pose un souci. Le même test en lui-même. Mais c'est-à-dire, quand vous avez écrit, par exemple, CCC, il a enregistré CCC, pour moi, le test, il est juste. Il devrait vérifier que ce qui est saisi à l'écran, je le retrouve en base de données. Très bien. Pas que ce soit mais là, c'est plus dynamique. Oui, mais alors, si c'est dynamique, il faut l'indiquer quelque part. Quelle est la dynamicité que vous voulez. Mais ça, on peut aussi le faire directement dans le script, quoi. Et même, nous, l'option... quand j'ai fait F4 sur des gros paramètres, il y avait autodetect, et il fait ça, j'enregistre par défaut. Sinon, non, share data ou trace data. Et là, on peut faire ce que vous voulez, quoi. Genre, mais dans ce cas-là, c'est vous qui êtes responsable d'initialiser les données comme vous l'entendez et de les comparer comme vous l'entendez. Et là, oui, genre, c'est des données fraîches il y a 6 mois. Disons qu'en tout cas, il y a une cohérence au niveau de la base de données. Parce qu'on teste un truc, on n'est pas en train de casser un autre bout de l'application qui utilisera les données. Mais c'est 2 genres de stratégies. Enfin, les deux sont valides, mais comment dire, l'une n'exclut pas l'autre. Parce que moi, ça peut aussi m'intéresser. Genre, ce truc qui fonctionnait il y a 1 an, il continue à fonctionner. Ben, c'est aussi une information utile. Hein. Et donc, pour y arriver, on est content d'avoir une boîte qui est autonome. Ensuite, un autre niveau de test, c'est OK, maintenant que je rafraîchis les données et mes conditions fonctionnent, alors il faut aussi ça, quoi. On va faire les deux, quoi. Et là, au niveau de votre outil, donc vous avez les équipes pour monter des POC en fait, sur les outils. Tout à fait. Parce que souvent, ces sujets d'outils de test, en fait, voilà, au-delà d'une démo un petit peu théorique, et comment on teste sur des cas concrets par rapport à des environnements. Forcément, on fait des POC. Mais j'ai vu des. Non, mais justement, mais on voit des cas. Parce qu'il y a toujours. Voilà, mais même là, on voit un cas. Le dernier que j'ai vu, c'est une application avec 11 000 programmes générés par Adelia. Ouais, donc ça passe. Et on a vu un truc, on appelle une séquence qui a 4 écrans, 400 fichiers. On appelle un autre, 400 fichiers. Putain, c'est pas possible, quoi. Ça veut dire que quelque part, le programme initial d'Adelia, il ouvre tous les fichiers de la planète. Et donc là, il faut établir des stratégies, quoi. Ce qui est bizarre, quoi. Voilà, quoi. Ok, bon, c'est intéressant. Bah, très bien. Merci. Je vous en prie.